Le troisième pôle, c'était le transfert de propriété. Alors, la personne est vivante et la personne après son décès. Quand elle est vivante, les jurisconsultes placent le transfert de propriété sous le consentement. Il faut qu'on ait la certitude que ce transfert de propriété du vivant s'est fait avec son consentement. Donc, c'est là où se dessine, je dirais, ce transfert. Ou bien on le valide ou pas, selon notre conviction, notre certitude qu'il y a eu le consentement. Éclairé, bien sûr. Bien sûr. Mais là, imaginons, je suis un vendeur. Moi, mon produit, il faut que je consentis à le transférer. Et l'autre, la contrepartie, il faut qu'il consentit à me la transférer. Donc ça, il faut que ça soit vérifiable, le consentement. Il y a des questions liées à ça qui sont très anciennes, liées à l'esclavagisme et tout ça, que les juristes ont évoqué avant, ou bien la question de est-ce que la femme mariée ou non mariée entre en considération dans le transfert de la propriété, toute la propriété par exemple. Est-ce que, par exemple, le père a un mot à dire sur le transfert de sa fille, qui n'est pas mariée, puisque c'est lui qui est en charge de toutes ses dépenses? Est-ce que si elle a un bien, elle a gagné de l'argent, on lui a donné quelque chose, est-ce qu'elle peut faire ce qu'elle veut de cet argent-là, ou bien il peut intervenir et limiter sa propriété, ne pas permettre le transfert, dire non, je ne suis pas d'accord et tu ne peux pas transférer cette propriété. Donc ça, c'est une question aussi de limitation du transfert de la propriété, hein, donc pareil. Est-ce qu'un esclave a une indépendance financière? Ça a été pensé. Et la majorité, bien sûr, qui pense que c'est oui, parce que c'est comme ça qu'il peut racheter sa liberté. Il y a des questions qui sont débattues parce qu'il y avait aussi des idées qui circulaient dans la société. Comme la question, là, la femme, est-ce qu'elle peut faire ce qu'elle veut de son argent? Mariée, est-ce que le mari peut intervenir? Ben, les juristes musulmans, ils disent, elle fait ce qu'elle veut, parce que le prophète sallam, il disait, tasaddaqna, hein, donnez vos bijoux, fi sabilillah. Donc, si il n'a pas lié ça à l'autorisation du mari ni à quiconque. Mais dans la société, c'était un débat. Ouais, elle va faire de ce qu'elle veut. Les femmes de l'époque, elles n'étaient pas tout à fait libres d'agir au niveau financier. Hein? Bon, l'islam, il a dit plein de choses, mais les musulmans, l'héritage, il prive les femmes de prendre leurs droits que Dieu leur a donnés. Mais ça, c'est pas l'islam, c'est les musulmans têtus, bornés, qui ne veulent pas écouter. Il dit comment la terre va aller ailleurs. Dieu, il lui a donné. Comment toi, tu rentres dans... Mais ça, c'est comme l'esprit tribal. L'islam, il dit, nous avons créé différents, comme ainsi, pour vous rencontrer, vous. Mais non, c'est pour faire la guerre maintenant. C'est pour ça, l'islam, c'est... Et nous, c'est autre chose. On essaye. La limitation du pouvoir du propriétaire à agir quand il est, il est dans la période d'une maladie de fin de vie. C'est-à-dire, il y a tous les signes, il est âgé, il est malade, les signes qu'il peut partir. Hein. Personne ne sait quand, mais on va dire, on prend en compte cette réalité. Là, ses agissements ne sont pas, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Parce que, imaginons, il veut priver quelqu'un de l'héritage. Là, son agissement,
il va pas être toléré. Ou bien, par exemple, il a plusieurs épouses et une le dérange, il veut la oui, répudier dans ce moment-là pour qu'elle ait rien. Non, ça marche pas. Donc, donc il y a on voit une limitation, ou bien il transfère toute la propriété parce qu'il veut les punir tous. Il y en a, hein. Les biens dans l'indivision, par exemple, ils sont limités par nature. Il y a d'autres personnes, des copropriétaires. Donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il décide de transférer la propriété, non. Parce qu'il va provoquer un préjudice pour les autres. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord. Et puis, il va leur enlever, surtout dans le aqar, l'immobilier, le droit de préemption. Donc, il va être limité systématiquement. Là, en l'occurrence, c'est une limitation par contrat ou par nature. De base, il n'y a pas de possibilité de transfert parce qu'il y a indivision. Ou est-ce que c'est parce que le contrat stipule que… Non, parce qu'il y a l'indivision. C'est l'indivision elle-même qui empêche le transfert sans le consentement, l'accord de… Donc, c'est la nature du bien, hein, la propriété, qui exclut, hein, la main libre du propriétaire. Pas dire j'ai vendu ma part, mais ta part, où elle est? Elle est dans l'indivision, donc elle n'est pas identifiée. Imaginons, il y a un terrain. Ce terrain, lui, il a 300 mètres carrés dedans. L'autre, il a 300, l'autre, il y a 200. Et lui, il va vendre. Mais qui t'a dit que ces 300-là, ils sont à toi? Puisque c'est dans l'indivision. Donc, il ne peut pas faire le transfert sans l'accord des autres. Donc, la nature même du bien, hein, limite, hein, son action. Le propriétaire, quand il est surpassé par la dette par son effet juridique, limite l'agissement d'un propriétaire. Il ne peut pas faire ce qu'il veut de ses biens, puisqu'il il est frappé par cette dette qu'il doit rembourser. Donc, elle va le limiter. Et là, les juristes, ils vont développer toute une réflexion sur les personnes qui sont surendettées et qui ont des biens. Est-ce que les créanciers peuvent intervenir pour réclamer dans tout? Ou bien uniquement dans ce qui est un bien non exploitable pour rembourser. Par exemple, imaginons s'il a un bien qui va lui permettre, s'il fait une action par ce bien-là, de rembourser. Est-ce qu'ils peuvent se substituer à son action? Là, il y a un débat. Pourquoi le débat? Parce qu'ils savent que le propriétaire, c'est par ce moyen-là qu'il va rembourser. Mais ce moyen, il n'est pas sûr. C'est là où il y a le débat. Qui nous dit qu'en voulant l'investir et l'exploiter, il va faire une bonne affaire? Peut-être il va s'enfoncer dans la perte. Et donc, il va se retrouver doublement incapable de rembourser. Donc, certains juristes ils vont dire non, on ne lui permet pas on lui enlève, on le saisit. Donc, on lui laisse que ce qui est nécessaire pour vivre ou survivre. Bon, on continue. Je disais qu'il y a donc des limitations sur la propriété. Hein? Et on a évoqué du vivant du propriétaire et aussi, deuxième catégorie, lorsque la personne propriétaire est décédée. Donc, c'est-à-dire l'effet de ces décisions après sa mort, hein, sur ses biens, on a dit, est limité au tiers du legs. Ça, c'est une limitation. Maintenant, il y a un cas, par exemple, que les jurisconsultes étudient. Lorsqu'il n'y a pas d'héritier.
Hein? Quand il y a des héritiers, on a dit 2/3 du legs est partagé par Dieu. Il n'y a pas, tu ne peux pas le toucher. Donc la limite est 1/3. Mais quand il n'y a pas du tout d'héritier, très bien. Est-ce que il reste limité au tiers ou il peut faire ce qu'il veut après sa mort de son legs? Ou bien, donc s'il est limité, les 2/3, ils vont à l'État, trésor public. Hein? Donc ça, c'est une question qui a été aussi débattue dans la limitation du pouvoir. Oui. Quand on parle de pas d'héritier, c'est ni d'héritier direct, ni ceux qui sont par SBA, quoi. Qui viennent récupérer à la fin. C'est ça quand on dit pas d'héritier. Non. Un héritier, c'est un statut. On ne peut pas on peut pas se auto-proclamer héritier. On connaît la liste. On les connaît. C'est-à-dire c'est des listes comme ça. Tu fais partie, c'est bon, tu ne fais pas partie, tu n'es pas le bienvenu. Maintenant, donc on voit que la volonté du propriétaire et son pouvoir est limitée de son vivant comme après sa mort. C'est important à signaler cela.